Là, normalement, Pierre, on doit t'entendre, je pense. Dis-nous bonjour. Bonjour à tous. Entends? Ouais, je pense qu'on doit t'entendre. Ça me paraît pas mal. Bon, bonjour à tous. Bienvenue. On retrouve encore une fois Pierre ce soir, qui va nous parler de Musset, de la confession d'un enfant du siècle. Donc, je suis très content de le recevoir à nouveau pour parler littérature. Eh bien, ma foi, c'est à toi, Pierre. Vas-y. Donc, la confession d'un enfant du siècle, Hmm. Tu me diras qui pour est les un images, hein. ouvrage. Tu me diras pour les images, au fait, hein, parce Ouais, que tu m'as mis des petits trucs entre parenthèses, mais du coup, c'est plus compliqué, c'est un peu plus compliqué à suivre. Vas-y. ouais, je me doute poursuivre ces conflits. Donc, on est sur un ouvrage publié en 1836 par Alfred de Musset. On va commencer par une petite biographie d'Alfred de Musset, puis un bref résumé d'une page, et enfin, on partira sur le fond de l'œuvre, sur la réflexion qu'on peut tirer de l'ouvrage, Attends, juste, pour finir sur, comme la fois dernière, je t'interromps juste, Skiros. Il y a un problème avec le son de Pierre? Trop ah, robotique? Terminator. Merde. Est-ce que ça vient de son micro ou est-ce que est-ce qu'il y a de l'écho? On dirait un robot? Ah, alors Là, attends. on dit ça fait robot. Ça fait robot, alors attends. Toi, tu m'entends comme un robot Non, moi ou... je t'entends normalement. Je t'entends. Et d'habitude avec Discord, bah, on l'a fait pas mal sur les séances de gaming et la dernière fois t'étais là aussi. Vas-y, réessaye. Alors, Alfred de Musset, Là, je pense que ça devrait être bon. Je pense que parce ça. qu'on a Alfred de Musset n'est pas robotique. Hmm. C'est bon. C'est bon. Bon, Parfait. parfait. C'est moi. C'est pas le micro, donc tout va bien. Non, non, c'est moi, c'est moi. J'avais mis une double entrée. Nickel. Désolé. Donc, on va commencer par la biographie d'Alfred de Musset. Je peux mettre l'image numéro 2. Bien sûr. Hop. Qu'on voit le magnifique Alfred dans toute sa splendeur. Donc, Alfred de Musset est un écrivain, un dramaturge, un poète et un auteur, un artiste littéraire complet. Comme le 19e siècle nous en a livré beaucoup, on peut penser forcément à Hugo dans ce cas-là. Il est né le 11 décembre 1810 à Paris, il est mort le 2 mai 1857 dans la même ville, et c'est vraiment l'une des figures majeures du romantisme français. Il est issu d'une famille de nobles, donc la haute aristocratie française. Son père, Victor Donatien de Musset, était un haut fonctionnaire de Napoléon et un homme de lettres qui a publié quelques ouvrages. Sa mère, Edmée Claudette Guillot des Herbiers, était une femme cultivée qui a participé à de nombreux, ce qu'on appelait les salons de l'Ancien Régime. Donc on a vraiment une sociologie particulière de la haute aristocratie cultivée de l'époque. Et Alfred montre très tôt des dispositions pour la littérature et les arts, hein. Il fréquente le lycée Henri IV à Paris, il excelle en littérature et en philosophie. Il obtient notamment le deuxième prix de dissertation latine au concours général. Ça vous pose l'intelligence d'un mec, hein. Il est ensuite accepté à Polytechnique. Il refuse Polytechnique. Il commence des études de droit. Il abandonne ses études de droit. Il commence des études de médecine. Il abandonne ses études de médecine. Donc, aux grandes dames de son père, hein, qui voulait en faire un notable, un peu comme lui le fut. Mais lui, Musset ne vit que pour la littérature. C'est la seule chose qu'il aime. Il écrit. D'ailleurs, sa première publication paraît en 1828, quand il a 18 ans. C'est un poème, un court poème, un quatrain, qui se nomme Un rêve, qui est dans un journal aujourd'hui oublié, qui se nomme Le Provincial. Et à cette époque, aux alentours de 1828, entre 1828 et 1835, il rencontre tous les grands noms de la littérature de son époque, hein. Donc on a du Hugo, du Alfred de Vigny, du Sainte-Beuve. Donc toute cette intelligentsia intellectuelle et littéraire française qui se lisent leurs ouvrages, qui s'influencent. Et on a vraiment ce bain. Musset grandit dans ce bain littéraire. Donc il commence à écrire dès son adolescence, comme dit. Il publie un premier recueil de poèmes qui se nomme Contes d'Espagne et d'Italie en 1830, à l'âge de 20 ans. Le recueil est assez bien accueilli par la critique, hein, et il marque le début de sa carrière littéraire. Il publie ensuite plusieurs pièces de théâtre qui sont considérées comme majeures, des pièces de théâtre majeures du romantisme,
notamment Les Caprices de Marianne en 1833, On badine pas avec l'amour en 1834 et Lorenzaccio en 1834 également. Tu peux mettre la photo numéro 3 s'il te plaît. C'est fait, mon ami. Donc ce sont des pièces de théâtre emblématiques du romantisme. À titre personnel, en termes de pièces romantiques, je préfère celle de Hugo. Pour vous donner une idée, On ne badine pas avec l'amour est fortement inspiré des lettres que Alfred de Musset et Georges Sand se sont échangées au cours de leur relation. Et quand je lisais l'ouvrage, les parties, les textes, les morceaux de texte que je trouvais intéressants, on avait une petite note qui disait « Issue de la lettre de Georges Sand de 1834 ». Donc pour moi, quand les qualités de votre ouvrage tiennent en des lettres d'une personne tierce, ça ne fait pas un bon ouvrage, mais bref, passons. Il publie finalement en 1836, à l'âge de 25 ans, La Confession d'un enfant du siècle, donc l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je précise, comme je l'ai dit à Pierre, j'ai lu, je me suis tapé Les Caprices de Marianne. Alors Skiros parlait de Lorenzaccio dans son petit commentaire. Effectivement, on s'est tous tapé au moins une de ces deux pièces-là dans notre parcours de lycée. Et effectivement, j'ai lu aussi, et j'ai même relu pour cette présentation La Confession d'un enfant du siècle. Voilà, donc je suis un hôte consciencieux et je me suis retapé le bouquin. C'était pas facile. Donc la vie personnelle de Musset a été marquée par ses relations tumultueuses avec les femmes, notamment la fameuse liaison avec la romancière Georges Sand, qui est faite de ruptures, de rabibochage, d'éclats de voix, de ruptures, de rabibochage, d'éclats de voix, à tel point que Sainte-Beuve parlera d'eux en disant « Lélia et Rolla ont passé tout ce dernier mois à se maudire, à se retrouver, à se déchirer, à souffrir ». Donc c'est sûrement la relation la plus illustre de la littérature française entre deux auteurs majeurs de leur époque. Et leur relation, bien qu'assez brève, on tient sur 6 mois, 1 an, a eu une influence assez profonde sur leurs œuvres respectives et particulièrement sur l'œuvre de Musset. À cela, un grand nombre de relations avec les femmes du monde s'enchaînent. Il va coucher à droite à gauche jusqu'à son décès à l'âge de 46 ans en 1857 à Paris. Il avait une santé assez fragile, comme c'était souvent le cas à l'époque, qui a été aggravée par ses sorties courtes. C'est un alcoolo, hein. Faut dire ce qu'il est. Avec les femmes et c'est son alcoolisme. Ah oui, c'est un poivreau, hein. C'est une certitude. Donc, parmi ses œuvres célèbres, j'ai déjà cité ses pièces de théâtre, j'ai cité son unique roman qui est La Confession d'un enfant du siècle, et je me permets de citer également un recueil de poèmes que je trouve majeur, qui se nomme Les Nuits, qui ont été publiés donc des poèmes qui ont été publiés entre 1835 et 1837. Donc c'est un sacré volume. Dans mes souvenirs, ça fait plus de 800 pages. Vous avez 800 pages de poèmes de Musset, de poèmes romantiques écrits par Musset. Mais d'ailleurs, Musset en termes de poésie romantique, Musset est principalement un poète, hein, de toute façon, même dans son art, en prose. Si c'est le bien que j'aurais à en dire, c'est qu'effectivement, il y a une rythmique qui est presque poétique. Oui, tout à fait. Vraiment, la poésie qui le fera connaître de manière générale à son époque. Hein. Aujourd'hui, on retient plus souvent ces pièces de théâtre parce que sont plus simples à lire et que la poésie est un peu tombée en désuétude. Un petit peu, mais ouais. Pour moi, Les Nuits, c'est vraiment la synthèse de la poésie romantique du début du 19e siècle. Il faut lire Les Nuits. Bon, ça prend un peu de temps parce que c'est de la poésie, donc il faut relire plusieurs fois chaque poème. Mais vous êtes vraiment sur la quintessence de la poésie romantique avec ce recueil. Donc, on peut dire qu'Alfred de Musset a laissé une empreinte durable sur la littérature française. La preuve, vous l'avez tous étudié pour le bac, qui a un style à la fois lyrique, on peut partir dans les très hauts, dans la description de l'amour, dans la description de la vie, et à la fois introspectif. C'est toute l'originalité de Musset qui part très très haut et très très bas. Presque un style bipolaire, et il est souvent considéré comme l'un des représentants les plus emblématiques du romantisme, aux côtés des Hugo, des Vigny, etc. Donc, tu peux mettre la photo numéro 6, s'il te plaît. J'ai oublié une photo. Non, c'est pas. Je l'ai mise, t'inquiète pas. Tu l'as mise, parfait. Je suis, t'inquiète. Donc, je vais entamer le résumé
de la confession d'un enfant du siècle, donc qui est un roman, qui commence par une réflexion d'Octave, le personnage principal et le double littéraire d'Alfred de Musset, sur son époque, et sur le fameux mal du siècle. Donc le mal du siècle, qui est une expression qui est tirée de cet ouvrage, c'est lui qui l'invente. C'est pas lui qui invente le concept de mal du siècle, mais c'est lui qui met un nom dessus. Et donc Octave, dans ses premières pages, parle de ce mal qui l'affecte. Il se sent vide, désillusionné, incapable de trouver un sens à sa vie. C'est un jeune homme marqué par les bouleversements politiques et sociaux de son temps. Et Musset écrit ça en 1835. Il le pense, son ouvrage, en 1830. Donc on est après la Révolution française, après les guerres napoléoniennes. Ce sont des événements qui ont laissé une génération entière désenchantée, qui est en quête de repères et de sens, suite à des événements grandioses qu'ils n'ont pas vécu. Suite à cette première réflexion, Octave fait la connaissance d'un certain Déguené, qui est un ami assez cynique et désabusé. Si je peux me permettre, il ne fait pas sa connaissance, c'est plutôt un ami de longue date. Je suis désolé, mais ça tient à ma relecture très récente, du coup. Forcément, je peux pinailler sur des détails, mais ouais, ça semble être un ami plutôt d'enfance. Ça semble être un ami d'enfance, plutôt. Ouais, c'est mon petit apport. Ça va, je l'ai pas lu pour rien, tu me fais chier, faut que je place mes trucs. Donc le fameux Déguené, qui est sûrement un ami de longue date, renforce le pessimisme d'Octave et l'encourage à adopter une vision cynique de la société, de l'amour et des femmes. Sous son influence, Octave se plonge dans la vie de débauche et de cynisme et cherche à fuir son ennui et ses tourments intérieurs par des expériences intenses mais superficielles. Tu peux mettre la photo numéro 7, s'il te plaît. De la même façon, je sais pas si c'est vraiment un cynique, tu vois. Je pense que c'est plutôt cette espèce de monstre froid il peut critiquer la morale, tu vois, et l'éthique publique, mais puis les attentes trop élevées d'Octave face à l'amour, mais c'est pas vraiment cette espèce de pessimisme, c'est plutôt un espèce de jouisseur froid. Tu vois, quand il dit c'est un homme qui ne croit rien, qui ne craint rien, et il n'y a en lui de vivant que le corps, c'est plus que, enfin, tu vois, c'est pas vraiment le cynisme, mais bon, peu importe. Il y a un certain cynisme tout de même, clairement, vision du monde. Clairement, mais il n'est pas le modèle du cynique attendu, c'est vraiment plutôt ce corps en marche, tu vois, sans l'esprit. C'est un petit peu le symbolisme du corps sans l'âme, quoi. Muscle. Ouais, bon, peu importe. Donc, suite à cette très mauvaise influence, Octave entame plusieurs relations avec plusieurs femmes. Donc c'est des relations qui sont dénuées d'un véritable engagement, hormis la première, mais je passe histoire d'aller plus vite, et symbolisent une quête vaine de plénitude. Il cherche dans ses expériences un échappatoire à l'ennui, mais ces tentatives ne font que renforcer ce sentiment de vide intérieur. On peut penser à, par exemple, la chanteuse italienne que Octave emballe au cours d'une soirée, et qui, une fois qu'il se retrouve chez elle, la chanteuse s'endort, il farfouille parce qu'il s'ennuie, et il trouve une lettre qui date de la veille, dans laquelle il est écrit que la mère de cette dame est morte la veille. Vraiment, c'est un choc pour Octave suite à cette découverte, et il décide d'un peu de s'éloigner. De plus, il apprend que son père est mourant, et il part en banlieue parisienne, qui à l'époque était encore une campagne, et aujourd'hui on pourrait qualifier ça de jungle, et il y rencontre dans ce village Brigitte Pierson. Brigitte Pierson, qui est le double littéraire de George Sand, très clairement. Il projette sur elle ses espoirs, ses attentes. Il la voit comme une femme, la femme idéale, est capable de le comprendre et de l'aimer malgré ses défauts. C'est l'idéalisation typique de la femme et de l'amour que fait le romantisme. L'amour est souvent vu comme une quête d'absolu. La relation... Tu peux mettre la photo numéro 8, s'il te plaît. Bien sûr. La relation entre Octave et Brigitte est initialement marquée par une grande passion, une idéalisation mutuelle. Octave voit en Brigitte la pureté et l'innocence, qui contrastent avec ses propres faiblesses et ses désillusions. Brigitte est une veuve qui est restée fidèle à son veuvage, enfin le croit-il. C'est une femme qui aide les mourants, qui va à l'église, qui est une femme très bien sous tout rapport. Cependant, la réalité de leur relation est assez différente, puisque de l'idéal qu'Octave s'était imaginé, Brigitte n'est pas un ange,
mais une femme qui a ses propres faiblesses, ses propres désirs, qui n'est pas restée pure dans son veuvage, qui a de certaines relations avec d'autres hommes. La relation entre Octave et Brigitte est vraiment marquée par des malentendus et des trahisons tout au long des 150 pages qui suivent. On a un Octave qui est profondément jaloux ou possessif, ce qui crée des tensions et des conflits, et Brigitte de son côté qui est une femme forte et indépendante, qui refuse de se soumettre entièrement aux attentes d'Octave. Donc ces malentendus et ces trahisons renforcent peu à peu le sentiment de vide et de désillusion d'Octave. Il pensait avoir trouvé le Saint Graal en la personne de Brigitte Pierson. Au final, c'est une femme comme une autre, qui n'a rien d'extraordinaire par rapport aux autres femmes, et donc qui crée cette perte de ce sentiment de transcendance. La relation entre Octave et Brigitte suit alors un cycle de fuite et de retour. Octave, qui est incapable de supporter la réalité de leur relation, puis souvent pour échapper à ses tourments intérieurs et à ses engueulades avec Brigitte. Cependant, il finit toujours par y revenir. Il cherche dans la réconciliation une forme de rédemption et de plénitude. Ces cycles de fuite et de retour créent des tensions et des conflits dans leur relation. Puis, l'arrivée d'un élément perturbateur, un certain Smith, dont Brigitte tombe amoureux, provoque la fin de leur relation. Je trouve qu'il y a une Octave, jaloux comme il est, je trouve qu'il y a une certaine dose encore une fois, ma relecture est récente, donc c'est ce qui m'a marqué, mais je trouve qu'il y a une certaine dose de masochisme sexuel latent dans son propos, tu vois, même dans ceux de Brigitte Pierson, il y a vraiment cette espèce de volonté de candolisme, tu vois, il a presque envie de la voir se faire emmancher par un autre. Il le sait. C'est ça, il y a une jouissance du malheur. Ils découvrent leur relation amoureuse, puis il hésite à tuer les deux futurs amants, puisque à sa connaissance, ils n'ont pas péché. Puis donc il hésite à tuer les deux amants, puis à se suicider. Finalement, Octave se ravise et décide de partir. Pour citer l'excipit du livre, qui est assez connu, le jeune homme y était seul, il regarda une dernière fois sa ville natale dans l'éloignement, et remercia Dieu d'avoir permis que, de 3 êtres qui avaient souffert par sa faute, il ne resta qu'un malheureux. La fin de la relation entre Octave et Brigitte marque la fin de l'illusion pour Octave. Il se rend compte que l'idéalisation de l'amour et de la femme idéale ne suffit pas à combler le vide existentiel. Il accepte alors la réalité de l'imperfection et de la déception dans sa relation avec Brigitte, ce qui marque une résignation, certes, mais également la maturité pour Octave qui, dans le roman, a 21-22 ans tout au plus. On peut passer à fond de l'œuvre en quelque sorte, même si je trouve que le terme est mal choisi. Tu peux mettre la photo numéro 9, s'il te plaît. Bien sûr. Et n'hésite pas à enchaîner le propos. Les photos, tu les vois un tout petit peu plus tard que le moment où je les affiche. Ok. Parfait. Donc, le mal du siècle et le trop-tardisme, qui est un vilain barbarisme, mais bon. L'ouvrage commence par une description de quinzaine de pages de l'épopée napoléonienne, et dans un style épique, qui est vraiment tout droit sorti du romantisme naissant. La volonté de puissance des hommes est décrite, et la passion de la guerre mise au premier plan dans ces 15-20 premières pages. Citer un passage célèbre de l'ouvrage, Napoléon est décrit en ces termes dès l'incipit. Un seul homme était en vie alors en Europe, le reste des êtres tâchaient de se remplir les poumons de l'air qu'il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de 300 000 jeunes gens, et lui, prenant avec un sourire cette fibre nouvelle arrachée au cœur de l'humanité, il la tordait entre ses mains et en faisait une corde neuve à son arc. Pas trop mal pour un mec de 25 ans. Donc, l'épopée napoléonienne est une expérience collective assez singulière à travers l'histoire, et dans l'esprit des romantiques, jamais un idéal ne s'est exprimé avec autant de force dans le monde, dans l'histoire du monde. L'épopée napoléonienne est unique. Même pour nous, on peut penser que l'épopée napoléonienne est unique, mais pour des personnes issues de l'immédiate de cette épopée, on a quelque chose d'extraordinaire. Pour les jeunes gens issus de la classe supérieure de la Restauration, leur instant historique est vu comme morne, plat et inintéressant en comparaison au chamboulement politique de la Révolution, à l'immense épopée guerrière qui en a suivi. C'est une période de 15 ans
sans basculement franc avec la Restauration, où on a le petit train-train de la vie politique de Louis XVIII, qui ne permet aucun échappatoire vers l'emballement collectif et la soif d'idéal. De même, pour citer à nouveau l'auteur, pour parler de cette génération un peu bâtarde, pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçue entre deux batailles, élevée dans les collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leur poitrine chamarrée d'or, puis les posaient à terre et remontaient à cheval. Et je pense que c'est. Conclure cette première sous-partie. Je pense que c'est le passage le plus fondamental, le mieux écrit. Et désolé de le dire, un des seuls qui vaille la peine qu'on le lise, hein, je suis désolé, tout y est dit, mais c'est d'autant plus, mais j'ai pas fini d'en dire du mal, mais c'est d'autant plus cocasse que le père de Musset a travaillé certes sous le régime, mais ça a été un homme de bureau. Lui n'a pas vraiment vécu ça. Son père a jamais participé à de grandes batailles glorieuses et a travaillé comme bureaucrate au service de Napoléon. Oui, mais je pense pas qu'on puisse sortir Musset de son époque. Si ce n'est pas son père, c'est une connaissance, c'est le voisin, c'est l'oncle, c'est... Ça fait partie de cette idéalisation qu'on peut quand même reprocher, et cette projection quand même qu'on peut reprocher sur certains points, en s'appropriant la vie des autres en quelque sorte, mais on y reviendra. Je laisse continuer. Pour conclure cette première partie sur le souvenir napoléonien, je vais à nouveau citer le livre. Donc on a la description en quelque sorte, l'évocation de la bataille de Waterloo, qui se conclut sur cette phrase: alors s'assise sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Cette jeunesse soucieuse se sent trop tard, se sent être arrivée trop tard dans le monde. Vient alors le trottardisme. Tu peux mettre l'image numéro 10, s'il te plaît. C'est fait. La sensation, donc là, le trottardisme, que j'ai vulgairement décrite comme étant la sensation d'être arrivé trop tard dans l'histoire en marche qui ne vous a pas attendu. Pour citer de nouveau le roman, qu'est-ce que cela prouve? 3 choses claires: que la prostitution n'est plus de ce monde, que la débauche meurt, et que la jeunesse de France, quand elle s'enivre, lève son verre avec des mains qui ont soif d'une épée. On est à nouveau dans cette idéalisation de la charge guerrière, de l'armée, de cette combattre la solitude par l'idée que l'armée permettrait de combattre sa dépression, pour faire simple. L'ennui est alors au cœur de ce mal du siècle, et pour éviter le suicide, qui est un thème récurrent dans les 100 premières pages de l'œuvre, on trouve une compensation. Cette compensation vient par les femmes, le libertinage et les excès mondains. Je vais me permettre d'ajouter mon grain de sel avant que tu enchaînes sur la femme dans l'œuvre de Musset, dans son idéalisation et le romantisme. Je pense que tu as très bien résumé cette idée du trottardisme. J'en reparlerai d'ailleurs dès dimanche, de façon beaucoup plus courte du coup. C'est trop court. Bien entendu, mais c'est une idée qui fera florès et qui, je pense objectivement, ensemence jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est devenu un topos commun de toute la pensée occidentale. Je pense même, très honnêtement, que dans une pensée aussi triviale qu'on a aujourd'hui avec cette espèce d'esprit anti-boomer qu'on a, c'est une forme de trottardisme par association. C'est cette jalousie presque de n'avoir pas connu le temps de cocagne. Je pense que c'est une des idées de l'humanité les plus anciennes. Je pense que Hésiode, c'est quasiment déjà du trottardisme quand il regrette l'époque précédente. Donc c'est sans doute une des plus vieilles idées de l'homme. Et je vais citer, par rapport à cette force du romantisme, je cite Ivan Bounine, parce qu'on reparlera de Bounine un jour. C'est là l'œuvre étonnante des artistes. L'homme saisit, concentre et incarne si admirablement ce qui est typique, diffus dans l'air, qu'il en multiplie par 100 l'existence et l'influence. Musset dit lui-même, ils ont un passé détruit, ou en tout cas inexistant, devenu inexistant, et devant eux, ils ont l'aurore d'un immense horizon. Ils sont dans un espèce de vague. Il le dit, tout ce qui était n'est plus, et tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos mots.
Et c'est autant le regret du passé, à mon avis, que le refus de l'avenir. Et le trop-tardisme, à mon avis, analysé, il insiste, c'est dans le terme, souvent sur le trop tard et jamais sur le trop tôt. En tout cas, assez peu sur le trop tôt. Et c'est une perpétuelle emphase, c'est toujours dans c'est le style qui veut ça, mais l'addition de jamais sur du jamais, encore du jamais, on n'avait jamais vu ça, on ne reverra jamais ça, on n'a jamais eu ça. C'était mieux avant, on est d'accord, mais c'est aussi un trop-tardisme qui pleure beaucoup l'avant et qui n'a pas trop envie de le faire vivre, j'ai l'impression. C'est, je trouve, un renoncement assez profond et c'est une addition assez étrange de progressisme mental. Ils ont quand même des idées qui sont politiques qui sont finalement assez progressistes. Voilà, ce sont des libéraux et de nihilisme en même temps. Et ce qu'on peut reprocher, à mon sens, c'est que Musset débite et fabrique des images et parviendra à créer du réel avec ses comparses, il ne sera pas tout seul, mais le réel finalement dépasse leurs idées et ils n'y ressemblent pas forcément par leur inaction concrète à cette époque-là, en tout cas, ils le deviendront par la suite. Un Hugo, par exemple, n'est pas forcément très actif socialement à cette époque-là. Le futur, il s'empêche de le voir alors qu'il est déjà là. Et je trouve que assez symptomatique le fait que le livre sera emblématique d'un temps, et d'un temps aussi qu'il regrette, alors que son angoisse métaphysique à lui, elle est provoquée alors qu'il découvre que sa gonzesse se fait péter le cul par un autre. Je trouve que c'est assez... tout est étriqué dans leur époque, et en même temps, ils passent leur temps à resserrer encore le nœud de cette espèce de d'étricage des choses, quoi. Donc je trouve ça assez... ça produira beaucoup et en même temps ça ne dit pas grand chose, et je trouve que c'est un parallèle assez intéressant parce que quelque part c'est ce qui décrit à quel point l'œuvre de l'artiste le dépasse finalement. On crée un monstre qui finalement dépasse les buts qu'on lui avait fixés, et je trouve que la pensée romantique et tout ce qu'elle implique derrière en termes de transformation sociale a pas forcément été voulu de cette façon-là par des auteurs qui refusaient quand même, à mon sens, beaucoup l'avenir. Mais peu importe, vas-y, je te laisse continuer. Alors, donc, pour poursuivre, ce besoin de compenser cet ennui, chez Musset, cette compensation passe par la femme. L'ennui n'est pas propre à la confession d'un enfant du siècle, c'est un thème récurrent de la littérature romantique, de Chateaubriand jusqu'à Hugo. Il reflète un sentiment de vide existentiel et de désillusion face à la réalité. Mais dans ce roman-là, l'ennui est vraiment omniprésent tout au long des 250 pages. Il influence profondément les relations entre les personnages, et notamment les relations qu'Octave entretient avec les autres personnages. Et Octave est profondément marqué par l'ennui, il le dit, il le ressent, il l'explique, il le dit aux autres, il le dit dans son monologue interne. Il ressent un vide intérieur qu'il tente de combler par des relations amoureuses et des aventures. Mais ces tentatives se soldent souvent par des désillusions. L'ennui, en quelque sorte, décrit dans l'œuvre, est également un reflet de la société de l'époque. Les valeurs traditionnelles sont remises en question, comme on vient de le dire, les romantiques sont des libéraux pour la plupart. Et les individus cherchent des moyens de donner un sens à leur existence au sein de ces valeurs traditionnelles qui sont tout de même un peu étriquées. Vous êtes sur une ligne de crête entre les aspirations du moi et les réalités de la société. À titre d'exemple, Brigitte Pierson était vue comme une personne tout à fait remarquable par l'entourage proche du village, comme une veuve extraordinaire qui s'occupe des pauvres, qui va à la messe, dont le curé ne dit que du bien. À partir du moment où elle commence à fréquenter Octave sur le temps long, que ça se sait qu'ils vivent ensemble, elle est vue comme une femme misérable, peut-être pas, mais en tout cas, elle baisse dans l'estime de sa société proche. Tu peux mettre la photo numéro 11, s'il te plaît. Hop, c'est fait. Très belle image. Première forme. Elle était sympathique, j'ai trouvé. La première forme de vaccination à l'ennui par la femme sont alors les relations de courte durée, le libertinage en quelque sorte. Donc, ce sont des relations motivées par un besoin de distraction face à l'ennui. Pour parler assez trivialement, tirer un coup, ça fait toujours du bien, y compris quand on est dépressif. Octave cherche alors dans ces relations un échappatoire temporaire
à ses tourments intérieurs. Et Et alors un jeu, ceci étant, c'est effectivement une des premières fois qu'on pose intellectuellement la distinction entre bonheur et plaisir, là où la philosophie classique associait largement le bonheur et le plaisir, notamment physique. C'est pour le coup une vraie originalité dans la pensée du romantique. Dissocier les deux, c'est profondément novateur. c'est quelque chose qu'on entretient toujours aujourd'hui. Vraiment une avancée philosophique majeure. Donc le libertinage vu par Octave est un jeu de séduction, de coucherie. Les femmes sont souvent vues comme des objets de désir et de consommation. On peut citer la chanteuse d'opéra italienne dont j'ai déjà parlé, mais également la fameuse prostituée à voix rauque dont Octave rêve simplement de se la taper et qu'elle ferme sa gueule parce que sa voix est horrible. Ce sont des moyens de fuir l'ennui sans véritablement le surmonter. Ces relations sont souvent superficielles, dénuées de véritable engagement. Elles reflètent une société où les valeurs traditionnelles sont remises en question et où les individus cherchent des moyens de donner un sens à leur existence, pour rappeler le contexte du mal du siècle. Ces relations ne comblent pas le vide intérieur, alors de façon uniquement temporaire, par la jouissance qui dure quelques secondes, voire quelques minutes. Pire encore, comme pour chaque drogue, hein, et à partir d'une certaine accoutumance, la dose n'est plus suffisante et le mal grandit. Il faut alors trouver autre chose pour se sortir de cet ennui. Je peux mettre la photo numéro 12, s'il te plaît. C'est bon. Merci. C'est alors le grand amour qui est censé rétablir le cœur de l'âme souffrant du mal. Le grand amour, Octave le trouve chez Brigitte Pierson, et donc le double littéraire de George Sand. Au début de leur relation, Octave idéalise Brigitte. C'est une figure salvatrice qui va le sauver de son ennui et de sa dépression, qui est capable de le comprendre, de l'aimer. Cette idéalisation est typique du romantisme, où l'amour est plus fort que tout, y compris il est plus fort que les défauts des individus qui le touchent. Octave projette sur Brigitte ses espoirs et ses attentes. Il la voit comme comme la femme idéale, celle qui pourra le sauver de son ennui et de ses tourments intérieurs. Cette idéalisation crée une illusion de perfection. Octave voit en Brigitte une pureté et une innocence qui contrastent avec ses propres faiblesses et désillusions. Sa relation avec Brigitte est une potentielle rédemption pour Octave suite à ses méfaits, ses péchés. Je n'en parle pas, mais dans le livre, il y a également toute une réflexion sur la religion. Ah oui, importante. Dieu est très présent. La rédemption également. Ah oui, Dieu est très présent dans l'œuvre, très Dieu clairement. est très présent dans l'œuvre, mais choisir c'est renoncer. Et on parlera de Dieu une autre fois peut-être. Il espère que l'amour de Brigitte pourra le sauver de son ennui. Cependant, cette quête de rédemption est vouée à l'échec. Que Brigitte n'est qu'une femme, malgré tout, ce n'est pas un ange, elle n'est pas parfaite. Donc, même si Octave espère que l'amour de Brigitte pourra le réanimer et donner un sens à sa vie, il ne peut, malheureusement, comme souvent, ce n'est pas le cas. Tu peux mettre la photo numéro 13, s'il te plaît. Hop, c'est fait. Cependant, la réalité de la relation entre Octave et Brigitte est décevante. Les malentendus et les trahisons renforcent le sentiment de vide et de désillusion d'Octave. La fin de la relation entre Octave et Brigitte marque la fin de l'illusion. Octave se rend compte que l'idéalisation de l'amour et de la femme comme un idéal ne suffit pas à combler le vide existentiel. Comme il le dit juste après s'être ravisé de tuer Brigitte, je suis un fou, un insensé, un enfant qui s'est cru un homme. Donc on a le passage à l'âge adulte de l'enfant qui se croyait tout permis à l'adulte qui accepte finalement le monde. En effet, l'homme doit finir par accepter la réalité de l'imperfection et de la déception dans sa relation avec Brigitte. Il comprend que l'idéalisation de l'amour ne suffit pas à combler le vide existentiel qu'il connaît. Cette acceptation marque une forme de résignation et de maturité pour Octave. Il comprend que la quête de l'absolu est souvent vouée à l'échec et que la réalité de l'amour est complexe et imparfaite. Pour faire très simple et faire une petite phrase brève de conclusion, une fois que l'on comprend que le monde est imparfait, qu'on ne peut pas y faire grand-chose, on va beaucoup mieux, puisqu'on l'accepte et on grandit. C'est la maturité, et c'est, je pense, le message principal de l'œuvre, c'est devenir mature, c'est accepter l'imperfection du monde.
Et devenir alcoolique. Devenir alcoolique. Comme Le bonheur vient de l'alcool. je vais enchaîner un peu. Si tu me laisses le crachoir 2 minutes, si ça ne te dérange pas, ça te va ? Pas de souci. Ok, c'est cool. J'enchaîne moi, parce que comme je disais, je trouve qu'on est, comme je disais la première fois, je trouve ça pas mal qu'on ait cette approche différente, même si sur les cadets, je suis resté un peu évasif sur l'histoire, dans d'autres... je développerai un peu plus, mais j'ai essayé de livrer ma pensée par rapport à l'œuvre et je le ferai sans doute encore par la suite. Et là, c'est un peu pareil. Je pense que ceci étant, malgré les propos de Pierre, on a, semble-t-il, une opinion différente de l'œuvre. On y reviendra. Il faut que les gens comprennent que, parce qu'on essaye de transmettre un peu le bouquin aussi dans sa matière, ce que Pierre là a raconté, ces 300 pages. Pour ceux qui veulent le lire, et qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver, attendez-vous quand même à des pavés de dizaines de pages où le type se morfond perpétuellement. J'ai pas compté les occurrences, mais je suis prêt à vous garantir, j'aurais pu le faire, ça aurait été rigolo, qu'il pleure plus de 50 fois en 300 pages. Faut aimer ça, et je vous livre ça pour que vous compreniez ce que vous avez entre les mains avant de passer à une question pour mon invité, que je lui ai déjà livré, donc il sait à quoi s'attendre. Mais comprenez qu'il y a surabondance. Voilà, aimer, c'est se donner corps et âme, ou faire un seul être de deux, c'est se promener au soleil en plein vent, au milieu des blés et des prairies. Je vous le cite, hein. Donc c'est lyrique. Voilà, il y a des vraies longueurs dans le bouquin, il y a des vrais moments où tu as cette impression qu'il va te décrire avec emphase comment il accueillit une fleur et sentit les larmes lui venir, mais en fait non, c'était juste un sanglot, peut-être une colère, le sang lui bat aux tempes. Voilà, c'est vraiment une expérience de lecture très particulière. Si on n'a pas une fibre, c'est une vraie citation. Oui, si on aurait dit un mec de Discord, je t'assure que c'est une vraie citation. C'est très particulier si on n'a pas une fibre. Ouais, Discord, c'est pour Musset. À aimer, c'est se donner corps et âme, ou faire un seul être de deux, c'est se promener au soleil en plein vent au milieu des blés et des prairies. Ah, on dirait du Musso, putain. Bon, et c'est pas le sujet. Bien entendu que c'est un grand livre. Le sujet n'est pas là. C'est un immense écrivain, c'est un génie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je le dis, il faut une fibre quand même qui incline vers le romantisme, autant sur le style que sur le fond. Je pense vraiment que ça n'est pas lisible par tout le monde, et c'est pas réservé à une élite, hein, c'est pas le sujet, mais je trouve, et je te l'ai dit juste avant, que l'analyse de texte un peu façon Cagne oublie parfois le lecteur au profit de l'exercice de décortiquage un peu de la pensée, ce qui est très bien, hein. Encore une fois, je pense que il s'agit pas ni de dénigrer ni de poser une échelle de valeur, mais de confronter des expériences de lecture. Voilà, moi je pense qu'une paire de gens, même si on n'a pas un grand auditoire, donc c'est pas vraiment le sujet, mais peuvent trouver ça assez affreux, comme on peut avoir du mal à lire Proust. Il me semble que tu es pas un grand fan de Proust, que j'aime beaucoup. Aussi. Dans un genre complètement différent. Ouais, non mais c'est un genre complètement différent. Proust est un homme en société qui l'analyse psychologiquement. C'est un moi en société, mais la galerie de personnages en fait une œuvre très différente. Mais je trouve que la partie la plus chiante de Proust, c'est celle qui ressemble le plus à du Musset, c'est le diptyque La prisonnière et Albertine disparue, qui est vraiment très 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 chiant. T'as un peu envie de le tarter. Mais je doute pas que Musset soit insensible et qu'il exalte sincèrement la douleur, sa vie en témoigne. Mais je pense pas que l'œuvre soit commune pour tous les lecteurs du jour. Voilà, pour nous. On comprend l'idée du malaise générationnel, du dépit amoureux, le mal du siècle, le moi et la société, on y est tous soumis, hein, on essaye d'y échapper par la débauche ou la drogue, ça existe encore aujourd'hui, l'homme et l'histoire, on y est tous. Mais c'est difficile de faire la part des choses entre cette espèce de vide spirituel d'une caste qui est un peu une caste de dandy, hein, il faut dire ce qui est, d'intellectuel, et le reste du commun de la société. Voilà, ça reste quand même un mal d'artiste qui va s'imprimer dans la société. C'est un peu, on peut comparer ça à n'importe quel mouvement artistique, hein, qui se diffuse massivement grâce aux œuvres. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dresser un parallèle avec ce qu'il en reste aujourd'hui. Tu vois, quelle différence entre cette sensibilité qu'ils ont et la sensibilité dont on accuse par exemple la jeunesse aujourd'hui, tu vois, fragile, centrée sur la dilatation de leur ego, tu vois, qu'est-ce qui fait cette différence entre eux et nous? Et c'est certain que l'œuvre est fondatrice, mais moi, de la même façon que les souffrances du jeune Werther, ça m'a fait quand même, je le dis, c'est une lecture qui me fait un peu chier. Parce que c'est le problème de l'analyse du moi dans des mondes où le moi, très, très vraiment prégnant, est vachement différent quand même du nôtre. Assez difficilement transportable en nous. Moi j'ai du mal à me reconnaître. Voilà, j'ai beaucoup de mal à sentir tu vois, le lecteur est censé être ton frère.
Quand tu écris, moi j'ai du mal à y voir une fraternité d'âme et une fraternité de pensée. Mais c'est moi, il n'y a pas de souci. Mais je pourrais reciter des passages qui sont vraiment, selon nos goûts du jour, à mon avis, un peu pesants. Mais c'est un poète. Donc c'est une immense poésie, voilà, et du coup ça autorise des transformations du vrai, un peu la poésie à mon sens, au bénéfice de l'art. Et je vais le dire comme je pense, je crois que le romantisme a une importance fondamentale sur son temps, plus qu'artistique, une importance mondiale, une importance sociétale, tout ce que vous voulez, mais je pense sincèrement que c'est un style littéraire qui a assez mal vieilli, parce qu'il est très lié vraiment au vécu d'un monde et au vécu d'un monde qui a disparu, un peu comme certaines œuvres de l'Ancien Régime, très marquées par leur temps, et ça n'est pas qu'un registre de langage, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, j'en viens à l'échange avec toi, à l'invité, parce que le plus intéressant pour moi, alors je sais que t'as pas préparé ça, donc j'en suis désolé de te prendre un peu au dépourvu, mais tu nous diras ce que tu peux en dire, et s'il y a rien à en dire, il y a rien à en dire, mais le plus intéressant pour moi, et c'est sans doute la différence la plus profonde entre un travail, j'allais dire universitaire, mais en tout cas empreint d'habitus universitaires, et la différence la plus profonde avec ce que je fais, c'est le monstre froid que peut être l'exégèse. Comme je t'ai dit, moi je regarde pas, on en avait parlé, je regarde pas ce que les autres ont dit d'un livre quand je le lis et quand je le livre. Peut-être que je me trompe dans ce que je vais ressortir, mais je livre ce que j'en ai pensé. C'est un travail de partage et c'est mon ressenti face à une œuvre, et je peux tout à fait passer à côté de ce que l'auteur a voulu en dire. J'ai pas la prétention d'avoir raison et c'est pas le but de la chaîne. Et le problème, c'est que je trouve que voilà, on a une analyse. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ça te touche, et surtout pourquoi ça te touche, dans une œuvre où un homme passe son temps à pleurer et à s'évanouir pour des événements qui n'ont, et je pense que ça tu peux me l'accorder, pas énormément de profondeur. Ce sont des événements triviaux. T'as Gonzès qui baise avec un autre, ou ce genre de choses. Ça peut être bouleversant, mais on est d'accord que dans la grande histoire dont il se réclame, et l'épée qu'il voudrait tirer, ça ne représente pas grand-chose. Voilà. Et moi, c'est en quoi ça touche et en quoi ça pourrait toucher d'autres gens, c'est ça que je voudrais partager en plus. Et éventuellement que tu nous partages, si tu le peux, en quelques lignes, quoi. En quelques mots, plutôt. Je pense qu'il y a trois choses. Il y a trois choses. Dans un premier temps, vraiment le style. Vu que je suis quelqu'un d'assez sensible au style. Quand votre auteur préféré c'est Céline, c'est assez normal. Mais le style lyrique, très 19e siècle, effectivement, peut-être un peu vieilli, mais un peu patiné. Le style est patiné. Me force pas à lire des passages. Me force pas à lire des passages. Me force pas à lire des passages, putain, les gens vont crever. Ouais, non, mais ok. Vas-y, je te laisse continuer. Le style un peu patiné, comme ça, un peu vieilli, certes, mais je vous ai cité quelques passages, c'est quand même assez brillant. Ce sont les meilleurs. Franchement, très sincèrement, je pense et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le livre mérite d'être lu, effectivement, pour certains passages. Et cette façon d'écrire assez particulière qu'a Musset, contrairement à Hugo, qui, sur le côté... je reconnais la grandeur d'esprit d'Hugo, mais je préfère, par exemple, la poésie d'Hugo à ses romans. Les romans d'Hugo, je les trouve illisibles. D'accord. Ah oui. Hormis quelques-uns. Non, mais ok. Surtout un qui est 93. Oui, en plus, tu nous as parlé. En plus, tu nous en as dit du bien, en plus. Et c'est le reste, je n'y arrive pas. Et 93 est pour moi le seul Hugo roman, le seul roman d'Hugo qui est valable. Le reste, je vois Skiros qui est en train de partir, de pas vous apprécier ce que je dis. Mais donc pour moi, le style vraiment lyrique, poétique presque. Mais c'est poétique, je le pense. Oui, tout à fait, je pense. Premier point. Mais c'est quand vous êtes assez susceptible au style, vous savez, j'ai pas envie de dire lire du style, mais vous savez reconnaître un beau style. Vous connaissez les figures, comment faire un agencement, comment agencer ces mots pour faire une belle phrase. Voilà. Quand vous reconnaissez ça, ce qui demande un peu de formation intellectuelle et universitaire, seul c'est sûrement difficile, et c'est pour ça que je pense que c'est uniquement personnel, de ce point de vue-là. Vous reconnaissez un beau style, et un beau style est agréable. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'universalité des thèmes. Ce qui est, pour un ouvrage d'il y a 200 ans, tu l'as dit, ça pourrait être du Musso.
je trouve que c'est pas quelque chose de négatif, paradoxalement. Ça peut effectivement être positif, nonobstant. Enfin, vas-y. On parle d'un thème, de sujet, dans lequel on se retrouve encore aujourd'hui, donc 200 ans plus tard, mais c'est ça, quasiment 200 ans plus tard, on se retrouve dans les mêmes sujets. Donc, sujet de rapport à la femme, le rapport à la femme n'a pas changé, le rapport au monde a changé, certes, parce qu'on ne sort pas de Napoléon ou de la Grande Guerre, mais on a un rapport au monde qui est un peu identique. C'est discutable quand même, parce qu'on est quand même dans un rapport au monde livré par une personnalité particulière. Quand Musset nous dit qu'il est un homme libre, il l'avoue lui-même, il est un homme libre parce qu'il a des domestiques. Il y a quand même on est quand même sur un individu d'élite dont le partage des thèmes est fait en un temps et en un lieu quand même très particulier. Qu'on se reconnaisse dans des grands thèmes comme l'amour ou le rapport à la femme me paraît effectivement logique. Il y a d'ailleurs des moments, je l'ai viré de mon propos parce que je voulais pas non plus trop dévoiler. Il y a des moments où effectivement je le crois non plus dans le style mais dans la sincérité, notamment dans son début d'amour avec Brigitte Pierson et aussi dans la fin, où il y a des choses effectivement et des questions qui sont assez intemporelles. Pour le reste, je maintiens que je le crois, il est vivant, il n'y a aucun doute là-dessus, et je pense que sa vie en témoigne, mais je pense qu'il a un caractère et un ressenti si particulier qu'il est quand même très difficile pour un lecteur d'aujourd'hui de se reconnaître malgré l'universalité des thèmes. De la même façon que je te dirais que l'Arioste nous livre effectivement l'universalité du thème de l'amour, ça n'empêche que c'est un putain d'enfer à lire. Et que l'on se reconnaît pas toujours, et on se reconnaît pas toujours dans le ressenti des hommes d'un temps. Je pense effectivement que c'est et Musset disait qu'on a, et dans le livre il le dit d'ailleurs, qu'on est toujours très impressionné par les premières lectures que l'on fait ou ce genre de choses. Enfin, il livre une phrase de ce type-là, et je crois qu'à mon avis il y a une proximité entre ce que dit Musset et ton âge, je pense. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a quelque chose de... C'est le troisième point qui est assez ok, bon bah tu vois, comme quoi je suis pas si con, alors ça va. L'identification au personnage, au fait, dans le bouquin il a 21-22 ans, bon, on est dedans. Dans le bouquin il parle de détresse émotionnelle en quelque sorte, donc tout ça c'est plus trop le cas maintenant, mais on a été dedans. Vraiment toute cette identification au fil du livre au personnage. Ouais, non, mais je pense, ouais. En quelque sorte. Donc ça, je pense que c'est tout à fait personnel. Les deux premiers points, je pense, sont plus universels. Le troisième point est tout à fait personnel. C'est vraiment cette identification au personnage d'Octave assez pleurnicherie. Mais je l'ai lu en pensant à toi, peut-être pas, mais en pensant à ce que tu pourrais en penser. Et effectivement, je me suis dit que quand je l'ai lu très jeune, ça m'a pas forcément plus marqué que ça parce que j'étais dans une optique un peu plus bourrine où les pleurnicheries me cassaient les couilles, mais j'aurais pu me sentir effectivement beaucoup plus proche de ça avec une décennie de moins, ouais, c'est une certitude. Effectivement, je pense que vous lisez ça à 70 ans, après une vie bien longue et bien passée, je pense que vous n'y reconnaissez pas. Vous ne vous y reconnaissez pas. Je pense qu'il y a également une question de contexte de lecture. Mais ça m'intéressait, voilà, de comprendre et que tu puisses partager ce que toi tu en as ressenti et ce pourquoi des gens pourraient y trouver une identification, en quoi ils pourraient y trouver une identification et ce qui pourrait les intéresser dans l'œuvre, parce que tel que le synopsis est livré, où les grands thèmes sont comment dirais-je, déterrés, effectivement je trouve que ça n'en dit pas assez sur l'intérêt que ça a encore aujourd'hui et quel lecteur y serait sensible. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais t'interroger là-dessus, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans le travail de partage, c'est d'avoir la chance que les gens, si tu veux, sachent à quoi s'attendre et ce qu'ils vont trouver dans une œuvre de façon à peut-être un peu cibler au niveau des auditeurs qui pourraient être, parce que le but n'est pas de faire lire des choses à des gens qui finalement dirait j'ai pas aimé, c'est de la merde quoi. C'est aussi pour
ça, et c'est pour ça que je voulais un peu t'interroger là-dessus. Je sais que c'est pas forcément facile comme ça, et que demain tu vas regretter d'avoir oublié ceci, cela, et dire merde, j'aurais dû dire ça. Mais je voulais quand même Bonjour. qu'on en dise quelques mots. Ouais, c'est normal. Moi-même, je suis le premier à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis merde, j'ai oublié de parler de ci et de ça. Mais peu importe. Ok. Eh ben écoute, moi j'ai rien à apporter en biblio pour cette fois, donc je vais te laisser à faire. J'allais pas mettre les souffrances du jeune Werther ou que sais-je, alors que franchement, c'est pareil. Hein, moi, j'avais envie de rentrer dans le bouquin et de le secouer. On se fera une fiche, ceci étant dit, sur Van Kleist sous peu. Mais on parlera d'autre chose. Donc voilà, il y a beaucoup de théâtre et beaucoup de poésie aussi dans ce mouvement littéraire-là, qui sont des... J'aime beaucoup le théâtre, la poésie, c'est pas que j'y suis moins sensible, mais je connais très mal, et j'ai beaucoup de mal à différencier une bonne poésie d'un... Enfin... La poésie, c'est plus compliqué. un art d'initié, malheureusement. Ouais, c'est un peu plus compliqué, puis il faut y entrer, et si on n'y entre pas, c'est un peu difficile. On a vraiment l'impression de voir du style pour du style, alors que c'est plus que ça. Mais moi j'ai vraiment l'impression d'y voir beaucoup de défauts, alors qu'il y a sans doute plus de sincérité que ce que je vois. Donc voilà, je te laisse faire la biblio, et t'inquiète pas, je gère les images en même temps. Donc 4 livres, parce qu'on va pas s'éparpiller. Donc 2 ouvrages de Balzac, je pense qu'on est un peu au-dessus de Musset quand même avec Balzac, mais avec les 2 auteurs, je pense qu'on est au-dessus de Musset, surtout avec le deuxième. Donc tout d'abord, le premier ouvrage de Balzac, en tout cas le premier ouvrage de la comédie humaine, si je dis pas de bêtises, Les Chouans de Balzac, qui est publié en 1829, qui est un roman qui est ancré dans la période révolutionnaire. On est en 1700, dans les années 1790. Donc on a le cadre politique de la guerre de Vendée, et on a le cadre historique et politique de la guerre, où se jouent les amours contrariés et les luttes personnelles entre les luttes politiques et les amours des personnages principaux. Les plus épiques, hein, puisqu'on a la guerre, on a des récits de combat. On se situe dans le regard de la jeunesse qui est confrontée à la douleur et à l'échec de ses illusions, hein, donc pour revenir à ce qui a été dit plus haut. On est dans une période complexe où la perte du monde d'avant entraîne la recherche de l'amour. Donc c'est pas le Balzac que je donnerais à lire en premier, mais c'est l'un des Balzac qui se rapprochait le plus en termes de sensibilité à l'ouvrage de Musset. Le deuxième Balzac, qui est bien plus connu, qui est sûrement avec le Père Loriot son plus célèbre, La peau de chagrin, de Balzac, qui est publié en 1831, où on explore avec Raphaël, le personnage principal. On est à la charnière entre la Restauration et la monarchie de Juillet. Si mes souvenirs sont bons, l'ouvrage commence en 1829 et finit en 1831. Cette fois-ci, l'ennui, puisque Raphaël est un personnage qui s'ennuie et qui désire, qui est rempli d'hubris, l'ennui est compensé par la peau de chagrin, qui est un objet magique, qui se réduit au fur et à mesure qu'on lui demande des choses, des vœux, et une fois que la peau de chagrin disparaît, son détenteur en meurt. On a ici un personnage qui, à l'inverse d'Octave, qui a su résister à son hubris, qui était une pulsion de meurtre. Ici, on suit un personnage qui ne peut pas résister à cette pulsion et qui finit par perdre la vie suite à son ennui. Et pour la petite anecdote, il en existe une version porno, voilà, qui doit dater des années 90, mais je sais que on l'a diffusée un jour entre adolescents, voilà, c'est pour ça. Ça doit être passionnant. Ça, c'est un peu plus passionnant que le bouquin, il y a un peu plus d'action. Pas la même action, mais... Et pour finir, 2 ouvrages de Chateaubriand, qui est l'un de mes auteurs préférés également, qui est dans le top 5, top 3, avec tout d'abord René, qui est publié en 1802, donc là on est dans le pré-romantisme, dans le pré-romantisme français, hein, clairement, en oui. Allemagne et au Royaume-Uni, ça fait bien longtemps que ça a commencé, et le pré-mal du siècle en quelque sorte. René raconte la vie d'errance et la recherche du bonheur de l'auteur, donc François-René de Chateaubriand, René, l'ouvrage, vous faites le lien rapidement entre les deux. On a ici la dépression et le vide existentiel devient un des thèmes, mais qui devient, je pense, pour la première fois, le thème central d'un roman à part entière. On est 30 ans après Les rêveries du promeneur solitaire, et on est vraiment dans cette suite que Rousseau a entamée et qui se poursuit avec Chateaubriand. Et enfin, un monument, Mémoire d'outre-tombe, qui est publié en 1850, et notamment la première partie, qui est plus en lien
avec notre thème du jour. Donc, Mémoire d'outre-tombe divisé en 4 parties. Première partie, sa vie, sa vie, sa jeunesse, ses voyages. Deuxième partie, sa vie littéraire. Troisième partie, sa vie politique. Quatrième partie, sa vision de l'avenir. Donc là, on va rester sur la première partie. Donc, pour faire simple, tout est lié avec le thème du jour. La femme, l'ennui, les relations, la perte, la sensation d'avoir perdu son monde, puisque Chateaubriand est un homme de l'Ancien Régime. Donc la sensation d'avoir perdu son monde, donc c'est la vie et les réflexions de Chateaubriand, qui sont racontées sur plusieurs milliers de pages. Pour comprendre la littérature française jusqu'aujourd'hui, il faut passer par ce monument que sont les Mémoires d'outre-tombe. Alors je rassure nos auditeurs, Chateaubriand est effectivement un auteur immense. Vous pouvez commencer à lire sans passer par lui quand même. Mais n'hésitez pas à lire d'autres livres si vous n'avez pas envie de lire Chateaubriand. C'est très bien, c'est exceptionnel. Chateaubriand, c'est un génie. C'est un génie auto-centré comme beaucoup de génies, mais c'est un génie littéraire. Ceci étant dit, vous pouvez lire plein d'autres livres aussi, vous inquiétez pas, vous comprendrez plein de choses. Mais je comprends le tropisme de Pierre, il n'y a pas de souci, c'est un excellent auteur. C'est un monument immense de la littérature française. Là, on est sur 3-4 strates au-dessus de Musset. C'est certain. Après, on n'est pas tous obligés d'être Chateaubriand ou rien, comme disait Victor Hugo, et qui finalement était Victor Hugo. Mais il n'empêche que si on devait attendre d'être Chateaubriand pour écrire, on n'écrirait pas beaucoup. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on n'écrit pas. Et malheureusement, il y en a que ça n'empêche pas d'écrire. A priori, je crois que Virginie Despentes continue quand même à écrire. Ça ne l'a jamais arrêté. Ni Christine Angot. Bon bah voilà, donc je vais s'arrêter là, j'ai fini ma petite présentation. Ok, et ben écoute, nickel. Comme d'habitude, merci beaucoup. Une excellente présentation, encore une fois d'une œuvre que je n'aurais pas présentée moi-même, donc top, hein, ça permet d'ouvrir d'autres perspectives avec une autre façon de procéder qui est très intéressante, qui à mon sens, mais encore une fois il faut distinguer ce qui est du ressort vraiment de la critique au sens général et de l'opposition. On a sans doute une opposition sur l'œuvre en elle-même et le goût qu'on a pour elle. La critique que j'ai à faire au sens positif, c'est que je trouve comment dirais-je intéressant cette exégèse de l'œuvre qui manque à mon sens, voilà, par son caractère très 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 universitaire, très docte, du côté un peu de partage que j'ai essayé de donner un peu sur la fin, et en tout cas c'était passionnant, et je suis très content d'avoir des gens motivés pour faire partager un peu de leur goût, de leur prédilection pour toutes sortes de sujets. Pour le moment c'est littéraire, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'en faire, hein. T'es toujours le bienvenu, c'est toujours un plaisir. Et puis ça m'a permis de le relire, donc fatalement c'était une bonne chose. À ton grand désespoir. Pardon ? À ton grand désespoir. Ouais, c'est pas non, mais c'est toujours un plaisir de lire, donc en soi c'est pas gravissime. J'ai pas énormément effectivement de goût pour la chose, même si on sait reconnaître le génie quand on le voit, mais on n'est pas obligé que ce soit par une œuvre littéraire, une peinture, une sculpture, d'être sensible à ce qui nous est présenté, tout en sachant qu'on est en face effectivement de quelqu'un qui a produit quelque chose de très intéressant. Je vais conclure avant de parler du programme, hein. Encore une fois, merci pour ton excellent travail, hein. Peu importe qu'on partage les mêmes vues ou les mêmes voix, ça reste des opinions et des travaux complémentaires, et je pense très honnêtement que le travail paye toujours. Bon, quand on parle de payer, on pense à une valeur fiduciaire, au succès ou tout ce qu'on veut. A priori, sur la chaîne, ça n'est pas le sujet. Mais je pense qu'en livrant un travail du cœur et un travail sérieux, si on arrive à toucher une seule personne, à l'intéresser, à l'amener à élargir son champ de vision, eh ben, notre travail aura payé, et nous-mêmes, on aura été payé de retour pour nos efforts. Donc voilà pourquoi je te remercie encore une fois chaudement. Et que j'espère de tout cœur que lui, comme d'autres, viendront nous faire bénéficier de leur travail et de leur putain d'opinion. Voilà. Bon, je vais livrer le programme de la semaine, maintenant. Donc vendredi, on se retrouve pour du Vermintide 2 si des gens sont intéressés. Petite séance de gaming. Dimanche, parfaitement dans le thème, on va encore parler de trottardisme, d'illusions de jeunesse, puisque nous allons parler des réprouvés d'Ernst von Salomon.
qui sera une présentation, je pense, assez longue. Doublé de mon livre sans doute, ou mon livre préféré. Ça veut pas dire que c'est le meilleur, mais c'est sans doute effectivement mon livre préféré pour tout un ensemble de raisons, ce qui ne veut pas dire que c'est le plus grand livre jamais produit par le plus grand écrivain, mais c'est effectivement le livre qui m'a le plus touché, je pense, avec une partie du travail de Bernanos, mais pour d'autres raisons. Donc, vendredi, on se retrouve pour du Vermintide, dimanche pour les réprouvés. Mercredi prochain, Skiros viendra nous débunker la révolution industrielle. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, on verra bien. Mais ce sera fatalement très intéressant. Et puis voilà, c'est le programme sur une semaine. On refera le point, comme d'habitude, sur les différents sujets qu'on abordera au fil du temps, mais voilà pour la semaine. Donc Pierre, je te remercie encore, tu es le bienvenu quand tu veux. Tu m'as dit que tu avais des échéances à venir, donc peut-être que tu n'auras pas le temps de nous présenter une autre œuvre, mais si tu as le temps, n'hésite pas. Oula, c'est très loin. Tu viendras pas pour le top 10 ? Ah, viens au moins pour le top 10 littéraire. Le top 10, je peux le faire parce que ça ira vite, mais... Ah, voilà. Bon, nickel. Faire une présentation d'1 heure comme ça, peut-être pas. Bon, comme tu le sens. Écoute, en tout cas, la porte est toujours ouverte et si tu trouves le temps ou s'il y a une œuvre que tu as envie de nous partager, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, on se laisse là. Je vous remercie tous d'avoir été présents et puis on se retrouve donc vendredi pour une petite séance de Vermintide. Zuglo, t'as tout raté, c'est pas grave, t'inquiète, ce sera en rediff dès demain. Je vous embrasse, portez-vous bien, bonne fin de semaine à tous et puis on se revoit vendredi. Allez. Ciao, ciao.